Bon, bah, merci à vous pour votre invitation. Donc, on va faire, se répartir un peu les choses avec Karim. Je vais, pour commencer, vous rappeler le basique, les fondamentaux, et en fait, dont il faut toujours se rappeler pour bien prendre en charge les tumeurs germinales, les stades localisés, puis après Karim sera au stade métastatique. L'idée globalement, ça va être de voir comment ne pas surtraiter les stades localisés et bien traiter les stades métastatiques. Et guérir tout le monde. Et guérir tout le monde. Alors, l'anapathe, bien sûr, vous savez, ce soir on va parler tumeur germinale. Il n'y a pas que ça dans le testicule, mais vous voyez que globalement, en termes de prolifération tumorale maligne, c'est bien sûr des tumeurs germinales qui représentent la grande majorité des tumeurs malignes du testicule. Il y a quand même de temps en temps des tumeurs malignes de l'exique, de Sertoli, mais qui sont pour le coup très rares. Le deuxième fondamental, c'est que évidemment, quand on va parler anapathe, on va simplifier assez vite la vie en disant que d'un côté, il y a les séminomes purs, il n'y a rien qu'une composante unique, séminomateuse, uniforme. Et puis, dès lors qu'il va y avoir une autre composante, même s'il y a du séminome, en fait, on va parler de tumeurs non séminomateuses. Vous voyez que ces composantes, en fait, reflètent le caractère très primordial des gonocytes primordiaux qui vont être les cellules qui vont aller vers la transformation maligne, puisqu'elles vont pouvoir évoluer vers des tissus embryonnaires ou des tissus extra-embryonnaires. Un point très particulier dans ces différentes composantes, c'est le tératome. Il ne faut jamais oublier ses caractéristiques. C'est une tumeur qui n'est ni sensible aux traitements médicaux, ni sensible à la radiothérapie. Et donc, l'unique traitement pour traiter cette composante-là, ça va être la chirurgie. Et l'autre caractéristique qu'il faut savoir, c'est que non seulement cette composante tératomateuse, qui finalement est relativement peu agressive, qui va surtout évoluer localement, par contre, elle peut se transformer. On parle de cancérisation, même si ce n'est pas un terme très approprié, de transformation en tout cas, vers d'autres proliférations tumorales de type sarcome et carcinome, qui elles après peuvent évoluer pour le propre compte en tant que carcinome ou en tant que prolifération sarcomateuse. Ultra simple. Biologie. Biologie, on ne connaît pas grand-chose de la biologie des tumeurs germinales, en fait. On sait les traiter, mais sur le plan de la compréhension physiopathe, on ne connaît pas grand-chose. Il y a, quand on parle de tumeurs germinales, trois principaux types de maladies germinales. Les tumeurs germinales avant la puberté, globalement de l'enfant. Vous voyez que c'est surtout des tératomes et des tumeurs vitellines. On va parler ce soir des tumeurs germinales de l'adulte, séminome et non séminome. Et puis, il y a une tumeur de l'adulte plutôt âgé, qui s'appelle le séminome spermatocytaire, et qui est complètement indépendante en termes de biologie, et qui survient donc au-delà de 60 ans. Et l'historique a fait que c'est bien sûr la cytogénétique au départ qui a permis d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et vous voyez que pour les tumeurs germinales de l'adulte dont on va parler, il y a un marqueur pathognomonique, comme si on faisait des cariotypes, qui est l'isochromosome 12P, c'est-à-dire que toutes les tumeurs germinales de l'adulte acquièrent un bras court du chromosome P surnuméraire. Il y a sûrement des gènes d'importance, mais pour lesquels, encore une fois, on n'a pas grande connaissance. Vous voyez que c'est donc différent pour les autres types de tumeurs germinales. Alors, dans les années 80, quand on faisait de temps en temps des recherches un peu approfondies, vous savez, pour les capis, pour les cups, on avait des tumeurs de la ligne médiane à développement ganglionnaire, et il y a des études qui avaient montré qu'effectivement, au sein de ces capis de prolifération ganglionnaire médiane, on trouvait de temps en temps des isochromosomes 12P. En fait, c'était des tumeurs germinales qui n'avaient pas été identifiées en tant que mais on n'en fait plus en pratique courante. Alors tout ça pour résumer un peu les choses et se dire que
Vous voyez, on a en haut la cellule primordiale germinale jusqu'à la spermatogenèse vers la droite, en haut, là. Et vous voyez que donc, on a ces trois tumeurs germinales ont des cellules d'origine un petit peu, une biologie un peu différente. Les cellules primordiales germinales, vous savez, c'est les trucs, les gonocytes primordiaux qui apparaissent dans les premiers jours de l'embryogenèse, à la face postérieure du sac vitellin, et puis qui après 6 semaines vont aller migrer dans les ébauches des gonades. Vous vous souvenez bien de ça? Super. Et donc c'est ces cellules-là qui sont les cellules qui vont un jour donner les tumeurs germinales de la bulle. Et on voit que, donc, on écarte tout de suite le séminome spermatocytaire. Vous voyez, a priori, c'est une spermatogonie B. Donc, on est très différencié, en fait, déjà, pour le séminome spermatocytaire, qui n'a qu'un nom de séminome, parce que c'est pas du tout un séminome. Donc, malheureusement, il y a un anapath français qui l'a baptisé ainsi, en disant, bah, de toute façon, je sais pas trop ce que c'est, tiens, ça ressemble peut-être un peu à un séminome, mais bon, je l'ai baptisé comme ça, mais ça n'a rien à voir. C'est un peu confondant. Les tumeurs germinales infantiles, elles viennent bien de la tumeur germinale primordiale, mais elles ne passent pas, contrairement aux tumeurs germinales de l'adulte, par ce stade de néoplasie germinale intratubulaire, cette espèce de germinome in situ, qui va donner des tumeurs germinales séminomateuses ou non séminomateuses. Alors, épidémio, vous connaissez, je vais très vite, ça augmente en incidence, ça diminue en mortalité, globalement. Un papier qui commence à avoir une petite dizaine d'années, mais qui permet de voir un petit peu que on se balade, nous, entre 5 et 6 pour 100 000 hommes, et qu'il y a quand même un peu plus dans les pays scandinaves de tumeurs germinales que chez nous. Il y en a peut-être un peu moins dans les pays du Sud. Alors après, c'est une question aussi peut-être de registre et d'acuité de l'enregistrement. Mais bon, on a l'impression de petits gradients comme ça. Bon, les Scandinaves, ils vont les chercher un peu, ces tumeurs germinales. Alors, en facteur de risque, le standard, c'est la cryptorchidie. Les dernières méta-analyses, en fait, le risque relatif, il est que de 2. Hein, c'est pas un truc majeur. L'antécédent familial, c'est le facteur de risque numéro 1, mais finalement, il est très rare. L'infertilité, on est probablement à risque relatif de 2 également. Et puis, ce qui émerge dans les dernières études, c'est la consommation régulière de cannabis, sans qu'on puisse réellement quantifier ce risque relatif et puis déterminer s'il y a un seuil, 1 juin, 2 juin, 10 juin, etc. Enfin bon, maintenant il est d'usage quand même d'aller rechercher, quand vous avez une tumeur germinale interrogatoire, cette consommation, qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. On l'enregistre pour le moment. Les 2 pics d'âge, vous les connaissez aussi par cœur. Les non-séminomes, on est plutôt à 30 ans. Les séminomes, on a un pic à 30 et un pic à 40 à 50. Ça va? Pas de questions, Karine? Pas de remarques, pas de commentaires. Bon. Prise en charge initiale, c'est souvent des signes locaux, donc on va aller sur l'échographie, vous le savez bien, avec déjà des petites orientations éventuelles vers un séminome quand c'est, vous voyez, cette zone très homogène, finalement, hypodense à l'échographie, et puis non séminome quand c'est beaucoup plus hétérogène. Au sein de la tumeur, mais bon, comme d'habitude, l'écho ne fait pas stricto sensu le diagnostic, quoique c'est quand même possiblement fortement évocateur. Attention aux pièges cliniques, qui peuvent révéler une tumeur germinale, les douleurs lombaires de l'adulte qui traînaillent, puis on voit arriver le patient avec une grosse masse rétropéritonéale. Je pense que tous ceux qui gèrent des tumeurs germinales connaissent bien ça, les douleurs abdos, et puis le classique gynécomastie. Chez l'adulte jeune, si vous vous rappelez bien dans la liste, il y a tumeur germinale. Le bilan d'extension est finalement très simple. On va faire un AFP, HCG, LDH, les marqueurs classiques des tumeurs germinales. On va être assez proche du pathognomonique avec l'AFP et l'HCG. On va être évidemment pas pathognomonique avec les LDH, on va être plutôt sur le volume tumoral. Et puis le scanner, thoraco, abdominaux, pelvien, en première attention. Donc, là-dedans, élévation de l'AFP, vous avez déjà, vous savez que c'est une tumeur non séminomateuse, il n'y a jamais d'élévation de l'AFP avec des séminomes purs. Donc même s'il n'y en a pas de réponse séminome pure et que vous avez une élévation de l'AFP, il va falloir le traiter comme
une tumeur non séminome. Et deuxième message, dans votre bilan d'extension, jamais de TEP. Ça complique plus qu'autre chose. Après, on peut discuter sur ça, mais le message général, il est là en première intention. Et pourtant, moi, j'en vois pas mal de patients qui ont eu des TEP. Voilà, alors évidemment, on fait une cryoconservation, mais on va faire une orchidectomie qui va, dans 95% des cas, globalement, vous apporter un diagnostic en plus ferme, anapathe, mais je vous rappelle, une tumeur germinale, une tumeur échographique avec une élévation de la FPP ou de la HCG, c'est un adulte jeune, c'est une tumeur germinale. Voilà, donc il suffit bien sûr de faire une incision, on tire sur le cordon et on ramène le testicule. Et l'anapathe va vous donner des éléments qui sont bien sûr les contingents dont qu'on vient de parler, et puis un point très important qui est l'invasion vasculaire, qui peut-être c'est la seule tumeur où l'invasion vasculaire intervient en tant que telle dans le PT, parce qu'il y en a absolument une autre. Enfin, en tout cas, c'est un facteur suffisamment important pour qu'une tumeur localisée, strictement localisée au niveau du testicule, mais avec envol vasculaire, devienne de PT1 passe en PT2. Tout est clair, on peut commencer à prendre en charge les patients. Alors, post-orchidectomie, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout va dépendre en fait simplement de deux choses. Votre anapathe initiale, vous avez la case séminome, vous avez la case non séminome. Et deuxièmement, de votre stade. Est-ce que c'est localisé? Est-ce que c'est métastatique? Et donc, la claque, on a les différentes cases qui se mettent en place. Alors, les stades localisés. Les stades localisés, quelle est la réflexion? Déjà, définition. Définition, un stade localisé, c'est un patient qui a un scanner TAP normal, pas dans l'urgence, mais un scanner TAP normal, et il a des marqueurs tumoraux qui sont normaux ou qui se normalisent, puisqu'ils étaient élevés avant l'orchidectomie, qui se normalisent après. La réflexion, c'est que l'expérience nous dit que, globalement, tout patient venant, 15% des séminomes ont des micrométastases et 30% des non-séminomes ont des micrométastases. Donc ça veut dire que l'orchidectomie guérit 85% des séminomes de stade localisé et 70% des non-séminomes de stade localisé. Alors bon. Donc on l'a depuis longtemps, cette logique un peu qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres situations tumorales, de surveiller les bas risques et de traiter les hauts risques. Le tout étant d'avoir des facteurs prédictifs qui nous permettent un peu de dissocier les deux populations. Alors c'est là que le bas cloche un peu pour les séminomes, parce qu'en fait, après de nombreuses études qui avaient évoqué la taille tumorale, l'invasion du rététestis comme étant potentiellement des facteurs prédictifs, on en est revenu, ça n'a jamais été validé de façon définitive. Et finalement, aujourd'hui, quand on prend en charge un patient avec un séminome de stade localisé, eh bien, en fait, on reste sur les 15% de risque micrométastatique. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Qu'est-ce qu'on va proposer? Une surveillance. Et on sait qu'il y a 15% de risque de récidive pendant une dizaine d'années, parce que ça peut récidiver assez tardivement, les séminomes. Ou faire une chimiothérapie adjuvante sous la forme d'un cycle de carboplatine. Et c'est à ce moment-là, il faut faire un cycle à la bonne dose, comme à chaque fois qu'on fait de la chimiothérapie, à la dose avec une AUC de 7. Et vous voyez qu'on n'est pas à zéro risque de récidive après, mais on est quand même bien sympathiquement autour de 5% de risque. Et on n'a pas une énorme littérature sur les récidives post-traitement adjuvant, mais c'est plutôt dans les 3 ans que vont survenir les récidives pour ces patients. Et elles sont essentiellement rétropéritonéales. Pour les non-séminomes, on a un paysage un peu différent. On a un facteur de risque prédictif micrométastatique, comme vous le savez, majeur, qui sont les emboles vasculaires, d'où le fait qu'on passe de PT1 à PT2. C'était suffisamment important pour qu'on modifie la classification TNM. Et là, il y a des orientations, voilà, sur le plan international, qui vont vers une surveillance pour les emboles négatifs, les PT1, avec un taux de récidive autour de 10% sans rien faire. Donc, voilà. Et pour quand il y a des emboles, de faire une chimiothérapie adjuvante ou une surveillance. Et si on fait une chimiothérapie,
On est plutôt maintenant sur un cycle que deux cycles de lait. Et vous voyez qu'on diminue effectivement drastiquement les récidives, puisque on passe de 40% à peu près quand on a des emboles de risque micrométastatique à moins de 5%. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, quand on discute sur le plan international avec les collègues, etc., globalement, on va de plus en plus vers une attitude, alors c'est pas encore un peu des pays, mais de surveillance pour tout le monde. Tout ça parce que finalement, au bout du compte, on n'est pas loin des 100% de guérison pour cette tumeur localisée, et que finalement, il va falloir discuter avec le patient pour savoir quel chemin on va prendre pour aller à la guérison. Est-ce qu'on va faire un traitement finalement adjuvant dans beaucoup de cas fait pour rien finalement, parce que vous avez vu les taux de guérison uniquement avec l'orchidectomie, ou est-ce qu'on attend finalement une éventuelle récidive pour faire un traitement à ce moment-là de tumeur germinale devenue métastatique. Ok. Allez, cas clinique, 24 ans, orchidectomie droite, anapathe, tumeur germinale de 5 cm de diamètre, vous avez du carcinome embryonnaire, du chorio et du tératome. Alors au passage, on ne parle plus de tératome mature, tératome immature. Hein, ça se fait encore, il faut le faire dans les tumeurs germinales de l'ovaire, mais pour le testicule, c'est tératome point. Il n'y a pas de valeur pronostique, thérapeutique, de quoi que ce soit, donc c'est du tératome. C'est un stade PT2 puisqu'il y a des emboles intravasculaires. Vous savez qu'en pré, l'AFP était à 780, l'HCG à 1650, avec des LDH normales, et votre scanner est considéré comme normal. On s'oriente bien vers a priori quelque chose de localisé. Qu'est-ce que vous diriez pour ce patient avant de le présenter en RCP? Vous le surveilleriez, vous lui proposeriez un cycle de carbo, AUC7, un cycle de BEP, où finalement vous n'avez pas encore assez d'éléments pour décider. Ok. Il vous manque quelque chose là, hein? Ah ouais, hein, donc ça arrive de temps en temps, c'est-à-dire que voilà, on se retrouve parfois avec une décision qui ne caractérise pas encore assez bien le stade. Bon, ok. Alors, vous attendez combien de temps avant de le présenter en RCP? « 3 à 5 secondes. Alors, 4. Vous m'avez dit que vous aviez besoin de marqueur postale. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit. 5 demi. 5 demi. D'accord. Moi, je demande 1, 2, 3 ou 4. Comment? Qu'est-ce que tu dis? 25 jours. 25 jours. Je vous donne les marqueurs quand même. On peut servir, les marqueurs pré-orchidectomie peuvent vous aider. Non, ça ne va pas dépendre de votre taux initial. Si vous avez 10 d'AFP, 20 d'AFP ou 1000 d'AFP, vous allez faire le dosage au même moment? Non. Nous, là, je vous sens un peu perplexe sur ce coup. Bon, en gros, il faut que vous teniez compte de la demi-vie des marqueurs. Et pour être très simple pour la vie quotidienne, on divise par 2 par semaine pour l'AFP, et on divise par 4 par semaine pour l'HCG. Donc, vous partez de 800 gros pour l'AFP, 400, 200, 100, 50, 25, 12,5, 7, inférieur à 10, 6. Ok? 7 semaines. Si vous êtes stressé, vous pouvez faire un dosage un peu avant. Mais si à 4 semaines, vous faites votre dosage et qu'il est encore élevé, bah, ça ne va pas dire grand-chose. D'accord?
Et de temps en temps, il y a un piège là-dessus, parce que de temps en temps, j'ai des histoires où des patients ont commencé leur chimiothérapie à 4 semaines, chimiothérapie de phase métastatique, alors que le scanner était normal, uniquement parce qu'il y avait des marqueurs qui restaient élevés. Ils étaient peut-être tout simplement pas encore normalisés. Donc ça, c'est un point vraiment Et c'est fréquent. fondamental. Le nombre de patients dans ce pays qui sont traités, surtraités, avec 3 BEP, 4 BEP, machin truc poète, alors qu'ils ont une maladie déjà peut-être guérie, très important. Alors, il y a une espèce de la communauté urologique, c'est stressé par les tumeurs germinales. Hein, je sais pas, tout de suite, il faut les opérer. Ah merde, j'ai oublié de faire la conservation de sperme. Bon, après, non mais, voilà, donc il faut, voilà, tout le temps. Et surtout, effectivement, se rassurer par le scanner. Parce que franchement, vous avez un scanner a priori normal, parce qu'il y a à s'affoler, à attendre quelques semaines de plus pour savoir si vos marqueurs se normalisent. Rien. Donc voilà, il faut vraiment relativiser l'urgence de la prise en charge et faire ce qu'il faut. Donc vous m'avez répondu tous 4, et bien entendu. Alors, quel est le principal facteur qui permet d'estimer le rythme de dissémination métastatique chez ce patient? Bien. Présent. Et donc, les marqueurs se normalisent. Qu'est-ce que vous faites? Vous surveillez, vous lui faites un cycle de BEP, vous suivez la décision de la RCP, vous prenez la décision avec le patient. Comment? Tous? Non. Il y a une bonne réponse. La 4? Ça fait bien de parler avec les patients. Que vous apporte la RCP là? On décide avec le patient de faire un BEP. Que vous apporte la RCP dans cette situation de tumeur germinale de stade localisé? Je ne conteste pas le fait qu'il faille faire une RCP. Que va répondre la RCP? Un cycle de BEP pour une surveillance. Et alors? Ah ben ça alors? Donc là, on est dans un cas où la RCP ne va pas vous aider. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous pensiez faire 3 cycles de BEP, la RCP vous dire c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Hein? Elle va vous remettre sur les options adaptées. Mais une fois que vous avez ces 2 options, et alors? Comment? On décide avec le patient. On décide avec le patient. Donc, c'est des consultes. Il ne faut pas avoir prévu 5 minutes. Là. Mais c'est fondamental hein, pour la décision que vous allez prendre avec lui. Puis ça va peut-être pas être pris tout de suite à la fin de votre consulte. Il va vouloir réfléchir, etc. Hein. Mais l'important, c'est de bien lui expliquer ce qu'on vient de dire en synthèse, c'est-à-dire qu'effectivement, au bout du compte de la guérison, lui exprimer un pourcentage de risque micrométastatique, et ce que va lui apporter un traitement avec les effets secondaires de ce traitement. Est-ce qu'il y a un délai pour l'installation de la chimie? Est-ce que le patient peut dire que je l'ai vu dans 6 mois? Ouais. Bah, moi je dis non, parce que je dis c'est surveillance. L'immense majorité des rechutes, si tu fais une surveillance, surviennent dans la première année. Donc si tu es à 6 mois, tu as déjà la moitié de l'immensité des rechutes. Ça sert vraiment à rien. Les séminomes, bon, mais enfin, je n'ai pas d'études, hein, mais enfin, globalement, là, 3-4 mois, je leur dis, bah, vous avez déjà choisi, quoi. Si vous prenez votre temps de réfléchir comme ça, c'est que de toute façon, on va se faire la surveillance. Ok. Bon, moi, je dirais que globalement, les tumeurs germinales, les stades localisés, c'est bien définir que vous avez un stade localisé, comme on a dit Karim, le risque principal, c'est de faire plein de choses vite qui ne sont pas adaptées.
c'est le premier point. Je dirais que le deuxième point, c'est finalement pour vous de ne pas faire de chimiothérapie. Sauf si le patient le souhaite. Si vous avez des patients stressés. Moi, je ne peux pas, il faut diminuer mon risque. On va très bien. Vous savez, vous allez avoir ça. Mais autant on va être tout à l'heure dans il faut faire le traitement, mais après, il faut faire le bon traitement. Autant moi, je trouve que vraiment les stades localisés, l'évolution au cours des derniers temps, c'était vraiment de ne pas faire le traitement. Alors, l'urologue qui. Moi, j'ai déjà parlé au patient qu'il fallait faire un BEP. Hein. Je vais le voir, puis voilà. L'exposition, quand c'est le cancer secondaire, en fait, le risque de chimiothérapie par BEP, avec un seul cycle, On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment, toutes les études qui ont été publiées et qui montrent qu'il y a un sur-risque, le montrent pour les patients qui ont eu plus que l'orchidectomie. Dès que tu vas faire quelque chose, après l'orchidectomie, tu fais monter le risque relatif de tumeur secondaire. Alors attention, la grande réserve à ce que je viens en train de dire, c'est qu'il faut avoir le recul pour dire qu'il y a un risque relatif, donc on va se retrouver avec des corps de patients qui sont dans les années 70, 80, voire avant, donc de la radiothérapie de façon importante, de la chimio de façon importante. Donc un BEP, qu'est-ce que ça fait? Ça, on sait. C'est vous qui nous le direz, dans 30 ans. Ouais. Mais franchement, moi je me dis que, voilà, je préférerais de rien faire. Je prends souvent un exemple d'un patient, quand on discute comme ça avec les internes. Un type que j'ai traité il y a quelques années, 25-30 ans, un peu petit caractère, machin, mais on est devenus copains. Et puis on a cette discussion, il avait des emboles, je crois, dans mon souvenir, des genèses de stade 1. Je lui explique exactement ça, la seule différence c'est qu'à l'époque c'était 2 BEP au lieu d'un BEP, si on faisait une chimiothérapie adjuvante, et puis sinon c'était une surveillance. Je lui explique tout le machin, et il décide une surveillance. Ce qui m'allait très bien aussi. On commence la surveillance, 6 mois après, je lui fais un scan, il a des ganglions dans le bidou, ses marqueurs augmentent. Pas de discussion, il a bien une rechute métastatique. Il relevait de 3 BEP, il avait une forme de bon pronostic. Je l'hospitalise, on fait son premier BEP. Le jour de sa sortie du service, il fait un infarctus du myocarde. Complication connue du BEP, pas très fréquente, mais il y a clairement un excès de complications cardiovasculaires avec la chimiothérapie des tumeurs germinales. Infarctus à 25 ans, le lendemain d'une chimio, c'est la chimio. Alors, bazar, évidemment, en pratique, il a récupéré, en pratique, il est guéri de son cancer, en pratique, il va très bien. Mais vous imaginez si j'avais fait le même BEP, 4 mois avant, en adjuvant. Il aurait fait le même infarct, très très probablement. Je m'en voudrais encore maintenant. Vous voyez, là, on traite, si on fait une chimiothérapie adjuvante ici, on traite seulement un risque. Stéphane vous l'a dit, le taux de guérison, que vous fassiez l'un ou l'autre, en gros c'est 100%, du 99,9%. Donc vous n'avez pas de vrai bénéfice en termes de survie à faire une chimiothérapie adjuvante, y compris en cas d'embole. Vous traitez uniquement un risque de rechute. Donc méfiez-vous, hein, plus on est jeune, plus on fait de chimio adjuvante. Vraiment, hein, sans blaguer. Hein. Et moi, souvent, je vous fais voter. Bon, là, il vous a déjà dit non, le faites pas, donc je ne vais pas vous faire voter. Mais souvent, je dis aux internes à dire si c'est vous demain, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais maintenant, ils vont pas oser. Bon, je sors. Et souvent, pour les internes, vote moite-moite. Je me ferai une chimio adjuvante ou je m'en ferai pas. Un peu. Donc, vous voyez, hein, c'est avec notre subjectivité. Mais plus on voit de ces patients et plus on vieillit, moins on fait de chimio adjuvante. Mais il y a toujours une catégorie de patients qui souhaitent le faire. Parce que, encore une fois, ils ne peuvent pas revenir dans une maladie éventuellement, faire une chimiothérapie. Et puis la surveillance, c'est si le patient est d'accord pour revenir. Là, c'est un contrat. Hein, le deal, c'est vous revenez, vous ferez un dosage de marqueurs, vous ferez un scanner, et vous venez, quoi. Hein, même si vous bossez, même si vous faites des études, même si vous machin, on adaptera vos rendez-vous un petit peu si vous voulez, mais vous venez.
Pas de blague. Et si vous sentez que c'est un neuneu ou qu'il... mais vrai, hein, ça arrive. Ou qu'il va partir dans la nature, ou encore que professionnellement, ou pour X raisons, il va parcourir le vaste monde et qu'il ne va jamais pouvoir revenir, bon, dans ce cas, à la limite, il vaut mieux faire une chimiothérapie et qu'il a un très faible risque de rechute. Il y a des données justement sur ces patients qui ne sont pas dans la surveillance. Savoir si leur pronostic est vraiment. Bah, le risque, on va le revoir en parlant des formes métastatiques, si tu veux, c'est qu'ils reviennent dans une forme métastatique qui ne sont pas bien surveillées, qui dépasse le stade de bon pronostic. Et à partir du moment où on va faire le diagnostic à un stade de pronostic intermédiaire, voire de mauvais, si vraiment le pronostic diminue. Donc voilà. Mais les séries de surveillance de patients incluaient les patients non compliants. Ah oui. Donc voilà, le petit, allez, 0,5% de patients qui échappent à la guérison, c'est quelques couillons qui effectivement ont disparu, et puis quelques très rares maladies réfractaires, tu vois. C'est bon. Allez, on lui donne des métastases à notre patient. Alors, tout ça, t'as déjà répété. On va passer par ça par voilà, ok. Ouais, ok. Dans les formes métastatiques. Alors, dans les formes métastatiques, vous devez impérativement utiliser la classification internationale des tumeurs germinales métastatiques. La diapo est dégueulasse parce que c'est un vieux JCO, c'est pour vous montrer que c'est un vieux JCO de 97 et que la version online est une version de papier scanné dégueulasse. Donc c'est pour ça que je vous la montre, mais je vais vous l'expliquer plus en détail. Qu'est-ce que tu veux dire sur ceux qui publiaient en 1990 ? Rien du tout, cher maître. Juste pour vous montrer que pour les tumeurs non séminomateuses, il y a des formes de bon pronostic, de pronostic intermédiaire et de mauvais pronostic. Pour les séminomes, il y a des formes de bon pronostic et de pronostic intermédiaire, il n'y a pas de forme de mauvais pronostic. Okay. Au passage, tout ça, vous en fichez parce que dans 6 mois, c'est probablement à la poubelle ou partiellement à la poubelle. La classification internationale est en train d'être révisée avec des milliers et des milliers de patients dans une database, et donc tout ça va être un petit peu relifté. À la limite, si vous ne connaissez pas par cœur, c'est pas grave, il faudra connaître la suivante. Pas obligatoirement par cœur, mais il faudra la connaître avant de décider ce que l'on fait. Alors, voilà en gros, en termes d'espérance de vie, de guérison, comment ça se passe, localisé, on en a parlé. Bon pronostic, au moins 95%, intermédiaire à peu près 80%, mauvais pronostic à peu près 50%, en tout cas dans les données historiques, on est plutôt plus que ça à l'heure actuelle. Alors, première situation de maladie non localisée, un patient qui a une tumeur à type de séminome pur et qui a un stade 2. Alors, en gros, c'est stade 1, stade 2, stade 3. C'est pas très compliqué. Et stade 2, c'est donc le rétropéritoine. Et plus c'est gros et plus la lettre augmente de A, de B, de C, selon que ça fait moins de 2 cm, entre 2 et 5, plus 5 cm. Alors, les 2A sont en fait les formes qui nous enquiquinent le plus. C'est ballot, parce que ça se guérit en gros à peu près tout le temps. Mais ça nous pose des problèmes, parce qu'à la fois on a un problème diagnostique. Si vous avez un ganglion qui fait moins de 2 cm, il n'est pas toujours tumoral. Donc la première chose à vous demander, c'est est-ce que ce ganglion est bien tumoral? Et si vous avez le moindre doute, essayez de lever ce doute. Alors, évidemment, si le ganglion fait 1,9 cm, en général, il est tumoral, mais quoique, hein. Mais s'il fait du 0,8, 0,9, machin, pas toujours évident. Pas d'urgence. Vous pouvez très bien refaire votre scanner, ou éventuellement faire un PET scan, sachant que le PET scan peut avoir des faux positifs et des faux négatifs, donc c'est pas l'arme absolue, ou essayer d'avoir une histologie si c'est biopsiable, sachant qu'un tout petit machin dans votre rétropéritoine comme ça, c'est pas évident, sachant que c'est juste à côté de la aorte et de la veine cave inférieure. Mais bon, en gros, le plus souvent, on dit, écoutez, là je suis pas sûr, moi je montre les images au patient, il voit comme moi que c'est tout petit et que c'est pas évident, puis je lui montre un autre truc qui est bénin à côté pour bien lui montrer qu'un truc bénin ça peut ressembler à ça. Et je lui dis, écoutez, je vous revois dans 6 semaines ou un machin comme ça, avec un scanner. Si vous n'avez pas la pétoche, c'est 2 mois. Si vous avez vraiment la pétoche, c'est 1 mois. Enfin, un machin comme ça, quoi.
Si vous êtes certain que c'est tumoral, le traitement de référence, c'est la radiothérapie. Et c'est probablement la seule situation qui reste pour la radiothérapie des tumeurs germinales. Les séminomes sont des tumeurs radiosensibles. On s'est débarrassé de la radiothérapie dans l'ensemble parce que la radiothérapie entraîne un excès de second cancer, un excès de toxicité locale. Les seconds cancers radio-induits dans ce cas sont des saloperies, des sarcomes, des cancers de l'estomac, des cancers du pancréas, etc. Donc on veut bien sûr éviter ça à nos patients. C'est la seule petite dernière localisation. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Je pense que d'ici 5 ans, on va avoir des données de chimiothérapie un peu soft chez ces patients. Après, on décidera si on fait l'un ou si on fait l'autre. Deuxième situation, un 2B, c'est-à-dire une tumeur entre 2 et 5 cm de diamètre. Là, pour le coup, classiquement, les deux options, radiothérapie ou chimiothérapie, peuvent être utilisées. Le problème de la radiothérapie, c'est les seconds cancers, pour le coup, un nombre de rechutes qui devient important, surtout si la tumeur dépasse 3 cm. De plus en plus, on a tendance à leur faire une chimiothérapie. Presque tout le monde, il y a un ou deux réfractaires, et qui, avec les techniques de radiothérapie ayant progressé aussi, qui essaient vraiment de continuer, mais dans l'ensemble, c'est de la chimio. Stade 2C, c'est de la chimio, parce que là, vraiment, le taux de rechute devient important. Et si vous faites de la chimio, vous faites 4 cycles de P, donc cisplatine et toposide, ou 3 cycles de PEP, avec la bleomycine. Il n'y a jamais eu d'études randomisées dans les séminomes purs comparant ces deux options ou d'autres options d'ailleurs. Enfin, il y a eu versus carbo et le carbo est enterré. Mais en utilisant le cisplatine, il n'y a jamais eu. Et les taux de guérison sont tellement élevés qu'on n'est vraiment pas sûr qu'il y ait un bénéfice à utiliser l'un par rapport à l'autre. Donc faites celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Si vous faites, il y a plutôt un peu plus de données, en tout cas jusqu'à récemment, avec 4P qu'avec 3BEP. Il y a plein de gens qui font 3BEP et qui n'ont jamais publié, qui disent, écoute, ça marche, ce qui est vrai. Donc vous faites vraiment celui que vous voulez. Il y a d'un côté, il y a de la bléo, donc il faut faire attention aux poumons. A fortiori chez quelqu'un qui est parfois un petit peu plus âgé, Stéphane vous l'a dit, donc avec des reins qui fonctionnent parfois un petit peu moins, qui éliminent un petit peu moins la bléo. Mais d'un autre côté, si vous rajoutez un cycle de cisplatine, etc., faites celui que vous préférez. Alors, ça marche, les gens guérissent bien, on aimerait bien avoir des caplans meilleurs comme ça un peu tout le temps. Ça, c'est notre série du GTUG qu'on avait publié il y a quelques années. Vous voyez, sur 130 malades, tous ayant maligne, il y a 2 patients qui sont morts de leur séminome. Pas beaucoup, il y en a quelques-uns malheureusement qu'on a tués. Un de la chimio, un autre de la chimiothérapie de rattrapage. Ça arrive donc quand même de temps en temps. Il faut faire attention. Il y a du coup quelques patients qui ont 60 ans dans cette situation. Il y a quelques-uns ici. Et c'est pas facile de traiter ces patients. Il faut faire quand même un peu attention. Puis il y en a 5 qui sont morts d'autre chose qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Alors, on vient de mener au sein du GTUG une étude de tentative de décroissance. On n'a pas de marqueurs, je vais vous parler des marqueurs tumoraux tout à l'heure, mais on n'a pas de marqueurs dans les séminomes. En général, on n'en a pas. Parfois un petit peu l'HCG, mais elle ne nous aide pas. Et donc, on a raisonné en fonction de la TEP. C'est une hypothèse. Ce que je vous montre là, on verra en pensant ensuite les résultats. Et donc, chez les patients qui étaient candidats à 4 cycles de PEP, a priori, on aurait pu faire 3 PEP, on leur faisait 2 cycles, puis un PET. Si le PET s'éteignait, c'est le cas de la moitié des patients, on essayait d'aller vers une décroissance en faisant l'hypothèse qu'ils avaient déjà une maladie guérie, en gros. On n'a pas eu le courage de rien faire du tout, ça c'est de ma faute. J'assume, on a fait quand même un carbo quand même. Et puis, chez les patients qui avaient encore un PET positif, on a continué le traitement comme on aurait fait normalement. Est-ce qu'on a raison ou non? J'en sais rien. On attend l'analyse, en gros, dans 6 mois, un machin comme ça. Donc dans pas longtemps, on saura. Mais il n'est pas impossible que si notre hypothèse est bonne, on réduise la quantité de traitement pour une maladie qui est quand même fondamentalement très très chimiosensible et chimiocurable. Alors qu'est-ce qu'on fait sur les masses résiduelles? Parce que ça arrive très souvent chez des patients qui ont des masses résiduelles. Classiquement, jusqu'à à peu près 2000, on raisonnait en fonction de la taille de la boule, après la fin de la chimiothérapie. En gros, plus de 3 cm, on avait tendance à opérer, et c'était l'enfer, parce qu'un séminome, ça colle. Donc ne lancez pas un urologue sur une chirurgie de séminome
a fortiori s'il ne connaît pas, parce que c'est pas un cadeau que vous lui faites, et c'est sûrement pas un cadeau pour le patient, c'est bien à côté des gros vaisseaux, et ça colle. Donc c'est vraiment techniquement compliqué. Il faut vraiment, on réfléchit en RCP avant de poser une indication de chirurgie, et c'est vraiment rare. Et puis alors on le faisait quand même parce que les données histologiques montraient qu'il y avait à peu près 20-25% de séminomes viables dans cette situation. On avait une raison pour le faire. Et on continue. Sur les boules plus petites, moins de 3 cm, là on tombait au-dessous de 5%, donc on les surveillait, et puis ça diminuait petit à petit avec le temps, et puis c'était très bien comme ça. Alors le PET, la place de la TEP dans cette situation est débattue. À gauche, j'ai tendance à la faire. À droite, Steph la déteste. C'est un des seuls trucs sur lesquels on n'est pas d'accord depuis 20 ans, et encore quand on dit pas d'accord, en fait on est à peu près d'accord. C'est juste, voilà quoi. En gros, la réponse, c'est ce que vous avez ici, je crois que je vous l'ai mis un peu plus loin, c'est les données historiques. Vous avez les données plus larges, avec 6% de faux négatifs, FN c'est faux négatif, hein, c'est pas long, et 15% de faux positifs. C'est toute la question de qu'est-ce que vous faites à partir de données comme ça. Est-ce que c'est suffisant pour utiliser une imagerie, ou est-ce que ça ne suffit pas, et est-ce que vous ne le faites pas, parce que ça ne va pas vous apporter grand-chose. Et selon que vous répondez oui ou non, vous êtes quelque part entre les deux mecs qui sont là, quoi. Et je ne suis pas sûr qu'on ait raison ou tort, c'est pas pareil. Alors, en fait, moi j'ai plutôt tendance à le faire, surtout pour rassurer mon patient, parce que souvent on a des mouillettes comme ça, si le PET est négatif, ce qui arrive quand même très très souvent. Et là, vous pouvez le rassurer, parce que 6% de faux négatifs, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Vous allez continuer à surveiller le patient avec son scanner, mais surtout, vous allez laisser repartir tranquille. Il a moins la pétoche, il a fini sa chimio, etc. etc. C'est vraiment d'abord une chose pour ça. 15% de faux positifs, c'est vrai que c'est pas rien. Et donc là, si vous faites un PET, il faut accepter ce 15% de faux positifs, et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, pour le coup, il ne faut pas surtraiter le patient et bondir dessus. Ça ne sert à rien de les irradier, ça a été prouvé, l'étude de l'ERTC, ça ne sert probablement à rien de leur faire de la chimio en plus. Et donc, la discussion, c'est je surveille versus j'opère. Et dans l'ensemble, c'est surtout d'abord je surveille. Donc là, c'est un bon point du côté de Steph qui dit, si tu surveilles tout le temps, que ce soit négatif ou positif, pourquoi tu fais ton PET? Il a un peu raison. De temps en temps quand même, on va poser une indication chirurgicale, c'est vraiment rare. Refaites le PET dans ce cas-là, il y a vraiment des réponses parfois un peu tardives, des activations macrophagiques, des trucs comme ça. C'est difficile en plus de dire, est-ce que c'est un positif? Si tu refais un TEP, alors ça doit être fait. Et de temps en temps, vous allez voir une extinction. Mais une fois de plus, c'est débattu. Dans l'ensemble, sur le plan international, les gens font plutôt des PET, mais honnêtement, c'est pas parfait. Donc, choisissez, c'est pas très grave. Je crois que vous ne nous vexerez pas, ni l'un ni l'autre. Non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, ça me rare, mais pas mal de cas de patients opérés sur thème positif où il n'y avait rien, quoi. Donc, à force. Voilà. Et c'est vrai que moi je me dis finalement, écoutez, vous avez fait la chimio, ça a marché, ça n'a pas marché. Voilà. Et puis si ça n'a pas marché, on fera un traitement de deuxième ligne. Je vois mal la chirurgie là. C'est compliqué la chirurgie des séminomes, ça colle. Autant on va voir les non-séminomes, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, je trouve que voilà. Je ne suis pas un fan, vous l'avez compris, de la tête pour les séminomes. Next. Alors, sur les non-séminomes, une question sur les séminomes, quand même, parce que je ne sais plus si j'ai mis un cas clinique en plus de séminomes. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Propriétaire à jamais. C'est bon? Trop tard. Ouais, non, vas-y. ça y est, hein. Non, il a le droit, il a une moustache. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis ici, ça? Dans la surveillance, Ouais. ça Ah. les masses. Alors, si ça augmente, disons si ça augmente, surtout en particulier dans les 2 premières années, ou si quelque chose apparaît dans les 2 premières années, là tu peux raisonnablement penser que c'est bien une progression de ton séminome, et c'est une indication de chimiothérapie de rattrapage, je vais vous en parler après. De temps en temps, tu as des boules qui apparaissent longtemps après. Et là, il ne faut pas hésiter à biopsier.
longtemps, alors c'est difficile, hein, si c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Parfois, il y a quelques refus tardives, mais ça peut être aussi autre chose. Si on discute le fait de faire de la chirurgie mastétuelle au début, on ne fera pas. Alors, tu peux... Une fois de plus, c'est dur, hein, c'est vraiment une chirurgie difficile. Il y a quelques exceptions, parfois tu as vraiment une boule très isolée, et ça peut être simple à opérer, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Hein. Souvent, c'est vraiment un engolement des gros vaisseaux, c'est pas facile du tout. Quand ça grossit, on pose l'indication d'une chimiothérapie de rattrapage, quand on est à l'aise sur le fait que c'est bien une rechute. Okay. D'autres questions? Et pour le coup, lors du rattrapage, je trouve que la chirurgie post-chimio, parce qu'elle ne se pose plus. Il faut y aller, et puis là, on fait ce qu'il faut, enfin voilà. Bon. Allez, les TGNS, les tumeurs non séminomateuses. Donc, je vous rappelle, bon pronostic, pronostic intermédiaire, mauvais pronostic. Bon pronostic, la définition, c'est ça. Il vous faut tout ça. Il faut que le primitif soit testiculaire ou dit rétropéritonéal. Au passage, les tumeurs rétropéritonéales primitives n'existent pas. Très probablement, ce sont les cancers du testicule. Donc, si vous voyez en apparence une boule rétropéritonéale primitive, vous faites une votre patient évidemment, vous faites une échographie des testicules. Vous pouvez aller jusqu'à l'IRM des testicules, mais il faut trouver le primitif. Et au moindre machin, vous faites l'architectomie. Vous allez parfois tomber sur ce qu'on appelle un burn-out, une tumeur complètement nécrotique dans le testicule. Vous voyez plus, le pathologiste ne voit plus qu'une cicatrice, mais la tumeur a été capable de vivre suffisamment pour envoyer des métastases avant de crever sur place, faute de vascularisation. Mais de temps en temps, vous allez avoir une tumeur primitive qui est en place et qui est toute petite, alors que vous avez un gros paquet dans le rétropéritoine. Ne laissez pas la tumeur dans le testicule, c'est comme ça que vous allez voir des rechutes tardives. Okay. Donc les tumeurs rétropéritonéales primitives, en gros, n'existent pas. Sauf... Ce qui veut dire aussi que si vous n'avez pas traité les testicules, il faut continuer de les surveiller. J'ai l'impression qu'elle a sorti sa tumeur testiculaire 12 ans après le traitement de la masse rétropéritonéale. À l'époque, et on n'avait rien trouvé dans le testicule qui justifie de faire l'architecture. On va les publier, j'en ai 2-3. Ah oui? Alors pourtant, Dieu sait si on a le moindre prétexte, on le prend pour opérer le testicule. Hein. Donc c'est vraiment là, dans nos cas, testicule normal, là ça devenait vraiment compliqué. De temps en temps, pour tout vous dire, moi j'ai fait faire des explorations testiculaires, testicule normal. Une masse avec des marqueurs élevés. Ouais. Donc il n'y a pas de testicule, il n'y a rien à testicule, donc... Masse rétropéritonéale Ouais. avec un testicule normal. Ben non. C'est vachement emmerdant. Alors, ce qui m'est arrivé voilà, c'est quand parfois la masse est grosse et centrale, tu sais pas, donc tu es inquiété. Parfois, il m'est arrivé de faire une exploration chirurgicale avec des biopsies multiples. On peut en discuter, hein, c'est que c'est tellement horripilant de voir une rechute tardive 10 ans après. C'est vraiment, tu sais que ça vient du testicule, quoi. Donc, c'est vraiment des... Bon, en gros, c'est des situations compliquées, il faut en discuter à plusieurs, avec des gens qui ont l'habitude, si vous en voyez un. Hein. Mais le message, c'est si c'est un rétropéritoine, c'est pas un rétropéritoine, il se passe quelque chose de plus bas. Donc, c'est une tumeur testicule. Oui, vas-y. Là, vous l'avez pour les séminaires qui était gêné? Ouais, c'est... Oui, pour faire simple, oui. C'est surtout pour avec les TGNS. Au coq, non, j'ai vu les deux. Donc, c'est un testis primitif. Les marqueurs sont bas. Et il n'y a pas de métastase, et bas, vous avez la définition ici. Et il n'y a pas de métastase viscérale extrapulmonaire. Donc, ce qui n'est pas grave, ce sont les ganglions et les métapulmonaires. Tout le reste, c'est grave. Foie, cerveau, os, ce que vous voulez. Bon, c'est la majorité des patients que vous verrez, avec des TGNS, et ça se guérit très bien si vous faites votre job. Le job, c'est 3 BEP et la chirurgie des masses résiduelles, pour le coup, qui doit être systématique. Et en gros, vous voyez, c'est pas un job récent, hein, ça fait un petit peu de temps, hein, depuis 89 que c'est le standard. Et donc là, on a des données qui montrent que le cisplatine dans cette situation est meilleur que le carbo. Le rôle de la bléo reste officiellement débattu, mais en fait de moins en moins débattu, grâce à l'étude de cet individu,
qui certes n'a pas permis de répondre complètement à la question avec un horripilant petit p à 0,06, mais qui quand même, vous voyez, montre une grosse différence en termes de risque de rechute en faveur du BEP. Cette différence allant complètement dans le sens de l'histoire de toutes les autres études qui ont posé la même question de manière directe ou indirecte. À chaque fois, si vous faites de la bléo, ça se passe bien. Donc à partir, je ne sais plus si j'ai mis l'OS, ouais. Même en termes de survie, même chose, c'est pas significatif, mais vous avez d'un côté 5 morts, de l'autre côté 12 morts. Après, quand on guérit tout le monde, ça devient difficile hein, de montrer une différence. Donc, alors ça a été un gros boulot de cet individu toujours, si présent, et du pays hein, pour inclure les 250 patients. Mais il sera impossible de refaire un truc comme ça. Et à peu près tout le monde sur cette planète, sauf un petit îlot à New York et un encore plus petit îlot à Rotterdam, considère que le standard c'est 3 BEP et la chirurgie, et 4P c'est fait uniquement quand vous avez une vraie contre-indication à la bléomycine. Vous n'avez rien à perdre à faire la bléomycine et vous avez tout à gagner, 5 décès contre 12. D'accord. Là c'est la limite des stats, hein. Quand on est dans une situation rare, ça devient compliqué. Question sur les bons pronos, parce que ça vous en verrez. Oui, c'est 60% des patients métastatiques. Si le marqueur ne décroît pas complètement à la fin de la chimio, et c'est que c'est la chirurgie résiduelle qui va... Eh bien j'ai un cas clinique, tiens, je crois bien, il me semble. Donc on attend. Intermédiaire. Alors, intermédiaire, la définition, je vous la montrerai après, c'est lorsque les marqueurs sont entre les deux bornes, des bons pronostics et des mauvais pronostics. Alors là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce que c'est une situation plus rare. Il y a un essai randomisé, mené en Europe, qui n'est pas arrivé au bout de ses inclusions de 500 patients, et qui comparait 4 BEP, qui est le standard, versus 4 TBEP, donc avec du Taxol, en plus du BEP. Et on reste sur notre fin parce que c'est un essai négatif, avec une tendance sur la population éligible, parce que les gens ont fait des conneries et ont inclus quelques patients de mauvais pronostics et quelques patients de bons pronostics. Et manque de bol, c'est pas bien équilibré entre les deux rats. Donc peut-être qu'en termes de PFS, effectivement, le fait d'utiliser du Taxol fait que la PFS est un peu améliorée. En termes de survie, vous voyez quand même que ça se passe plutôt bien, hein, de toute façon. Mais du coup, la plupart des experts, quand ils ont dû voter là-dessus, ont dit 4 BEP reste le standard. Si vous faites du TBEP, c'est pas un crime, hein, clairement, pourquoi pas. L'alternative, si vous ne faites pas de bléomycine parce qu'il y a une contre-indication, parce que n'importe quelle raison, vous pouvez utiliser l'ifosfamide avec le protocole VIP, qui a les mêmes résultats que le protocole BEP dans cette situation. 4 VIP au lieu de 4 BEP est tout à fait possible dans cette situation. Utilisez du GCSF et soyez prudents, le VIP, ça peut tuer, et ça peut tuer des patients par toxicité hématologique. Donc, méfiez-vous de cette chimiothérapie, elle est dangereuse. Mais c'est une alternative possible, en étant prudent. Mauvais prono. Là, on rentre dans des choses plus graves. Alors, 3 façons d'avoir un mauvais prono. Soit vous avez des marqueurs très élevés. J'ai mis des images de poumons affreusement envahis, parce que de temps en temps, l'HCG très élevé, c'est un monsieur qui a des poumons tout blancs. Donc vous avez les bornes qui sont ici. Soit vous avez des métaviscérales, dans le foie, dans l'os, dans le cerveau. Soit vous avez une tumeur médiastinale primitive, qui en soi sont des saloperies, même sans métastase, même sans marqueur élevé, même sans rien. C'est pas la même biologie. Alors, le standard a été, le standard historique, a été établi là aussi à la fin des années 80, essai randomisé américain, 4 BEP supérieurs à 4 PVB, qui était l'ancien protocole avec la vinblastine à la place de l'étoposide. Au passage, je fais comme une analyse par sous-groupe. Ce n'est pas l'essai en tant que tel, donc on peut en discuter, parce que c'était sur tous les patients, quel que soit leur prono. Mais quand même, il y avait un bénéfice en PFS et en OS, et puis surtout c'était aussi moins toxique, et donc tout le monde s'est dit, dans le doute, utilisons du BEP, c'est quand même plus logique. 4 BEP est devenu le standard, plus chirurgie bien sûr. Et puis ensuite, on a ramé, avec toute une série d'essais négatifs,
où on se disait faisons plus de chimio, faisons des greffes de moelle, ou ensuite des greffes de cellules souches, utilisons des trucs compliqués, machin. Ça n'a rien changé. Et hop là. Alors, on a quand même pu montrer à la fois au sein du GETUG, en s'associant à MD Anderson, ça c'est à gauche, et au niveau du mémorial, que la cinétique de décroissance des marqueurs chez ces patients était un facteur pronostic indépendant. Donc, en d'autres termes, donc mesuré soit après un cycle, donc à 3 semaines, à gauche, soit au mémorial après 2 cycles, donc au bout de 6 semaines. En gros, c'est la même philosophie. Et donc, si votre patient a un effondrement des marqueurs rapide, très probablement, même si c'était de mauvais pronostic au départ, les choses vont bien se passer pour lui avec simplement 4 PEP. Si en revanche, ça baisse, mais ça baisse de manière poussive, je vais vous le montrer, c'est mal barré. Alors, on peut calculer tout ça avec un logiciel qui est gratos, on vous le file à tous ceux qui veulent, bien sûr. On a même maintenant une app, Abracadabra, même chose, on vous la file, et en 2 secondes, vous savez si oui ou non votre patient a une cinétique favorable ou non. À partir de là, on a monté l'étude GETUG 13. France, États-Unis, Slovaquie. Tous ces patients avaient une tumeur de mauvais pronostic. Là, pour le coup, il n'y avait pas d'erreur de randomisation, d'inclusion. Tous ont reçu un BEP. Et après un BEP, donc à 3 semaines, on calculé leur cinétique de décroissance. Les patients chez lesquels ça se passait bien ont continué le BEP et ont validé qu'effectivement ça se passait bien. Les patients avec une décroissance défavorable étaient randomisés entre la poursuite du BEP ou une intensification thérapeutique avec un schéma dose-dense. Alors, schéma dose-dense, le voilà. 6 médicaments au lieu de 3 en à peu près la même durée. Donc, il a fallu trouver une ruse pour pas tuer les gens et pour que ça soit pas trop toxique. Bon, on est à peu près arrivé. Donc, paclitaxel, BEP plus oxaliplatine. L'oxaliplatine étant donné à J10, les gens baignent dans le GCSF en permanence. 2 cycles. Puis cisplatine, ifo-bléo, toujours sous GCSF. Et en individualisant la dose de bléomycine à la toxicité pulmonaire. On fait des EFR et on s'arrête soit là, parce que le patient le tolère super bien, et ça arrive, soit là, parce que sinon, là, ça va mal se passer. Alors, ouais, donc 6 au lieu de 3. Résultat, qu'est-ce que je vous ai montré là? Ça, c'est les patients randomisés qui ont eu une décroissance donc défavorable et qui ont été randomisés. Et là, ça se passe mieux effectivement pour eux si on a switché en mauvais français leur chimiothérapie en passant du BEP à une chimiothérapie dose dense. En termes de PFS, vous voyez un hazard ratio à 0,66. Très bien. Au passage, on a confirmé que la cinétique de décroissance des marqueurs était bien pronostique, comme on l'avait montré de manière rétrospective. Vous avez ici en vert et en rouge des patients qui sont traités de la même façon. Ils ont tous du BEP. En vert, ils ont une décroissance favorable. En rouge, ils ont une décroissance défavorable. Donc c'est bien pronostic, il n'y a pas photo. Et puis vous voyez en bleu au milieu les patients qui, eux, ont été randomisés pour le schéma dose dense. Vous améliorez leur devenir et c'est valable en PFS, en OS. Ça, c'est l'analyse de 2013, quand on a fait la première analyse, et la PFS, c'est le critère de jugement principal. Alors, on a mis tout ça à jour il n'y a pas trop longtemps, quoi que ça commence à faire, il faut peut-être le papier. Et donc, vous avez la PFS qui est ici, et vous voyez, ça continue de s'écarter avec le temps. Vous avez un vrai plateau avec le schéma dose dense, et avec le BEP, ça continue à rechuter ou à mourir, avec donc un hazard ratio à 0,65, donc 35% d'amélioration du risque de rechute ou de décès. En survie globale, on n'a pas la puissance, comme tout à l'heure pour les bons pronos, pour aller chercher l'OS. Et vous voyez quand même, le hazard ratio est à 0,69, donc 31% de réduction du risque de décès, non significatif. 16 patients de différence en termes de vivants ou morts entre les deux bras. 16 patients, c'est ce qui, il y a 30 ans, a fait passer nos papas ou nos mamans du PVB au BEP. C'était sur les mêmes données, exactement du même ordre.
Donc à partir de ces données, je crois que je vous ai montré peut-être une ou deux slides de toxicité, on a voté en gros au sein du GTUB, on a dit bah oui ça devient notre nouveau standard, parce qu'il y a quand même plus de bénéfices que d'antiquillement, ce d'autant plus qu'il y a certes plus de neurotoxicité, mais il n'y a pas plus de neutropénie fébrile, il n'y a pas plus de décès toxiques, ce qui est évidemment important, et puis surtout quand vous guérissez les gens la première fois, vous n'avez pas besoin de leur faire une chimio de rattrapage, et donc vous n'avez pas besoin de les greffer. Et ça, c'est quand même sympa pour les gens. Se taper 4 cycles de plus, voire une intensification, c'est pas tout à fait rien dans la vie d'un bonhomme. Autre bonne nouvelle, la neurotox est réversible avec le temps. Vous voyez, courbe rouge ici, par rapport à la courbe bleue du BEP, 5-6 ans, vous ne voyez plus trop de différence entre les deux points. Autre point très important, maintenant que je vous ai parlé du GTUB 13. Ça, ce sont des données qui ont été publiées par le RTC il y a 20 ans. Ce sont des trucs tout bêtes pour probablement sauver des vies. Essai négatif de l'ERTC, peu importe le détail, on s'en fout. Mais ils ont regardé, rétrospectivement, ce que devenaient les gens en fonction de l'endroit où le patient était traité. Et ils ont classé les centres entre des centres peu recruteurs, moins de 5 patients, des centres un peu recruteurs, moyen recruteurs, très recruteurs. Et vous voyez, il y a 20% de différence de guérison entre ceux qui ne savent pas faire. Et en gros, dès que vous commencez à savoir faire, vous savez faire. Pas besoin d'être la grosse tour, machin, dans le sud parisien, ou l'hôpital historique du nord parisien, voilà, où les gens sont traités, où il y en a plein, et tout et tout. Dès que vous savez faire, vous savez faire. En revanche, si vous ne savez pas faire, il ne faut pas que le patient soit traité par vous. Ok, c'est vachement important. À partir de ces données, il y a au moins 2 pays qu'on dit on arrête les conneries, on centralise. Danemark, Royaume-Uni. Et dans ces 2 pays, il y a un nombre limité d'hôpitaux qui suivent les patients atteints de tumeur germinale. Au Royaume-Uni, c'est gros comme la France, 20 hôpitaux. Le Danemark, c'est petit, 2 hôpitaux. Point final. Et le patient ne peut pas être traité ailleurs. Et les gens qui savent, ils font carré, tout et tout. L'équipe chirurgicale, elle sait, etc., etc. Voilà ce qu'il nous reste à faire en France. Si on y arrive. Question là-dessus, avant que je passe au rattrapage vite fait. C'est bon? Allez, on rattrape. Alors, rattrapage. Il y a des facteurs pronostiques, mais là, ils ne sont pas très importants. Enfin, ils sont importants pour évaluer le pronostic, mais on ne s'en sert pas. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, intermédiaire, mauvais, on ne traite pas les gens de la même façon. Mais là, que vous soyez là-haut ou en bas, on va discuter, est-ce que je fais une intensification, est-ce que j'en fais pas, mais on n'est même pas sûr. Donc, on sait, mais on ne sait pas qu'en faire. Alors, est-ce qu'il faut faire une intensification? Un seul essai randomisé. Il se passe de commentaires. Une très grosse dépression lorsqu'on a vu ces données. Et on était persuadé, quand j'étais interne, à chaque fois que j'avais un patient randomisé dans cet essai, dans le bras chimio standard, j'en chialais presque. Je me disais, mais c'est trop con, je voudrais qu'ils soient intensifiés. Enfin bon, on m'emmerdait. Bon, non. Non, c'est pareil. Alors peut-être parce que l'intensification rattrape en 3e ligne un certain nombre de patients, mais peut-être pas. Mais pas de différence du tout. Alors ce qui reste compliqué, c'est que l'intensification guérit quand même de temps en temps quelques patients en situation terrible. Et a priori qu'on n'aurait jamais guéri avec une chimiothérapie standard, parce qu'ils l'ont déjà eu, ils en ont eu des palanqués, des cycles et des cycles, mais on ne sait pas qui c'est. On n'arrive pas à les identifier proprement. Alors, les Allemands qui sont persuadés que l'intensification doit être utilisée, malgré les données que je viens de vous montrer, intensifient à peu près tout le monde, et donc ils ont randomisé 2 types d'intensification. Soit la grosse bombe atomique à la fin de 3 cycles de chimiothérapie conventionnelle, le protocole Carbopec, à peu près, soit une chimiothérapie un petit peu plus séquentielle et moins lourde. Et il montre qu'effectivement la courbe bleue, le moins lourd, mais plusieurs intensifications séquentielles, c'est mieux. C'est mieux parce qu'on tue moins de patients. Il faut être modeste dans la vie. Vous voyez, 4% versus 16%
de décès toxiques. 16% quand même. Hein. Ça rigole pas. Les Allemands sont pourtant sérieux. Hein. Enfin, puis l'identification, ils en font. Hein. Donc un patient intensifié, même chose, indication, c'est comme la chirurgie des séminomes, bien réfléchir avant de peser l'indication. Hein. Tuer le patient, tout chaud. Et on a vite fait, dès que le patient est un peu âgé, dès qu'il a des comorbidités, dès qu'il a un rein en moins pour une raison ou pour une autre, etc. Donc soyez prudents quand même. Donc pour l'instant on ne sait pas. On a plutôt tendance à raisonner à peu près comme ça. Un truc qui ressemble à la louche, mais là c'est evidence-based, bof. Si le patient a eu une seule ligne de chimiothérapie, qu'il a eu une réponse complète, que son primitif est testiculaire, on a plutôt tendance, donc c'est une forme de bon pronostic si vous voulez en termes de rechute, on a plutôt tendance à donner sa chance à une chimiothérapie conventionnelle, avec, je vous le mets peut-être après, soit le protocole type, Taxol, IFO, platine, soit la même chose en remplaçant le Taxol par de la vinblastine ou par de la gemcitabine. On n'est pas certain que ça fasse une grosse différence. En tout cas, on n'intensifie pas. Et si vous répondez non, dans une forme grave, a priori non ou rarement guérissable, avec une chimiothérapie conventionnelle, et c'est là qu'on continue d'utiliser des intensifications. Puis si j'ai fait une slide, on débute à l'heure actuelle en France et dans le monde un essai randomisé qui s'appelle Tiger, qui randomise de nouveau les deux options, chimiothérapie conventionnelle et chimiothérapie à haute dose. Donc on va voir dans très longtemps. Alors, dernière slide avant les cas cliniques, centralisation et l'avenir. Si vous voulez sauver des vies, centralisez. C'est probablement comme ça qu'on peut le mieux sauver des vies. Pas de bêtises sur le nombre de cycles de chimio. Très régulièrement, on voit arriver en situation de rattrapage des gens qui ont su 5, 6, 7 cycles de BEP, enfin, toutes sortes de trucs super créatifs, très 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 bizarres, on ne sait pas d'où ça vient. C'est horripilant. L'expertise en chirurgie, là on est en troncomède, RADMED, etc., mais il n'y a pas de chirurgien, mais c'est vachement important aussi. C'est une chirurgie difficile, et il y a plein de chirurgiens qui soit ne savent pas faire et vont y aller alors qu'ils savent qu'ils ne savent pas faire, soit ne vont rien faire du tout et ne vont pas faire opérer le patient parce qu'ils ne savent pas faire mais qu'ils n'ont pas envie de le dire. Donc là aussi, quand vous serez un tout petit peu plus grand dans pas longtemps, en RCP, vous êtes rigoureux, vous dites non, le traitement c'est la chirurgie, j'ai fini ma chimio, regarde, il reste des boules, tu sais pas faire, écoute, on dit pas trop fort, c'est pas grave, mais on va l'envoyer à un machin qui sait faire, et c'est pas grave, vous allez sauver une vie. C'est vachement important. Question avant de cas clinique, ouais. J'ai une information à séminome 2C qui a fait de la chimio, s'il récidive au niveau ganglionnaire au bout de 2 ans, ouais. il quoi que ce soit comme une de chimio sur les récidives de séminome. Alors, le salvage que je vous ai montré, c'est séminome ou non séminome. Hein, donc le protocole type GIP ou VEIP ou une intensification avec autogreffe, séminome ou non séminome. La chimio de rattrapage marche mieux sur les séminomes que pour les non séminomes. Hein, d'autres questions? On rattrape à peu près deux fois mieux les séminomes que les non-séminomes on rattrape. Vous avez vu la série française, hein, on a eu, il y avait 2 morts hein, sur 130. Bon, un ou deux toxiques. 23 ans, il vient vous voir pour une dyspnée, une hémoptysie. Il a une HCG à 250 000, une AFP normale, VLDH à 10 fois la normale. Voilà son scanner, qui n'est pas très beau. Cliniquement, il a un testis qui a une sale tête aussi. Qu'est-ce que vous lui faites? Est-ce que vous le faites opérer? Une orchidectomie? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose en termes d'imagerie? Si vous confirmez le diagnostic de tumeur germinale, quel traitement vous lui proposez? On y va? Hein, donc vous avez vu ses marqueurs, vous avez vu son scan. On n'a qu'à dire que dans le rétropéritoine, il n'y a rien. Il n'y a pas de métahépatie. Enfin, son scan abdo-pelvien est normal. Cliniquement, il a une tumeur testiculaire primitive. Première question, est-ce que vous lui faites enlever son testicule? Pas maintenant. Eh ben non.
C'était ballot, hein? Non. C'était le piège. Non, non, non. Ben non, parce que si vous le faites, il risque de mourir. Ce monsieur a un corio. Ce monsieur est un monsieur, déjà. C'est pas une femme enceinte. Donc son HCG à, j'ai mis 250 000, n'est pas dû à un futur bel événement. Il ne veut pas avoir autre chose qu'une tumeur germinale. Vous avez déjà le diagnostic et vous n'avez besoin de rien d'autre. Et vous n'allez pas en prison si vous le traitez et que on va vous dire non, 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 tu n'avais pas d'anapathe. Parce que c'est écrit dans toutes les recours. En revanche, si vous faites l'orchidectomie ou tout autre acte biopsie, admettons que je vous dise que ces testicules sont normaux. Je vous pose la même question, allez-vous lui faire une fibro et une biopsie? Là, vous risquez de le tuer parce que, un, il va y avoir un retard de prise en charge avec le traitement qui peut lui sauver la vie, qui est la chimiothérapie. Deux, il risque de saigner. Quand c'est dans un testicule, c'est pas très très grave. Quand c'est dans un poumon, partout. Donc, il ne faut surtout pas avoir d'anapathe chez lui. Et il faut surtout se dépêcher de le traiter. Si on le voit maintenant, allez dans un quart d'heure, il est dans le service et on attaque. Okay, c'est vraiment ça. Il m'est arrivé de virer un patient dans le service en allant le voir, l'expliquant, je suis désolé monsieur, bon, ça va, il allait sortir le lendemain ou un truc comme ça, j'ai besoin de lui maintenant pour sauver un mec qui a 20 ans. D'accord? C'est urgent, vraiment. Ils peuvent se détériorer très très vite. Deuxième question, est-ce que vous avez besoin d'une imagerie? Alors là, je dis pas obligatoirement dans la minute, mais on va dire dans la semaine qui vient. C'est sympa. Ouais. Pourquoi? Faut vérifier qu'il a un cerveau, que c'est un mec, on ne sait jamais. Ouais, particulièrement les corios. Les corios adorent aller dans la tête. Donc, bingo. Même s'il est asymptomatique, et si possible une IRM cérébrale. Troisième question, quel chimio? Alors, c'est quel pronostic déjà? Un mauvais. Sur quel argument? HCG, ouais. Ok. C'est quoi le standard? Oublions monsieur machin. Le standard, chez lui, ça serait quoi? Un BEP, on évalue en 3 semaines et on discute après. Ok? Là, chez lui, c'est dangereux aussi. Et on risque de le tuer si on fait ça. Alors, bon, ça c'est l'IRM. Bingo. Et ça, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est-à-dire que dans les années 80, bon, on faisait du BEP ou un truc qui ressemblait, et bingo, 13 sur 15 de ces patients développaient un syndrome de détresse respiratoire aiguë et mouraient. Puis on a changé dans les années 90 et on a continué depuis. Ça, on a publié avec Christophe il y a quelques années, mais on a continué depuis. Et donc on induit ces patients avec 2 jours, parfois 3 jours de cisplatine et toposide sans bléomycine. Et puis après on attend. Et même quand le patient n'est pas frais, etc., et qu'il a du cancer partout, on n'y touche plus. On laisse en réa, on va lui faire des bisous tous les jours, et on attend. Et 10-15 jours après, quand il commence à respirer, vous pouvez lui faire toute la chimio de la Terre, il ne fera plus jamais un SDRA. Okay. Le risque, c'est du corio, c'est extrêmement chimiosensible, c'est extrêmement vascularisé, et il y en a plein les poumons. Si vous tuez toutes les cellules d'un coup, il va faire une nécrose, il va l'infecter, il va saigner, l'infecter, il va mourir. Vous allez l'intuber, le ventiler, et il va mourir. Donc il faut lui faire une petite chimio. Alors nous, ça a été empirique, hein, on a fait ça un peu ensemble, allez, on a fini par 2 ou 3 jours de paix. Les Anglais font un peu différemment, etc. Mais bon, on s'en fout. Mais le principe, c'est ça. C'est une toute petite chimio, et puis vous attendez 10-15 jours, et après, vous pouvez le faire. Oui, oui, vas-y. Un peu de paix, et après, on fait les 4 BEP. Alors, ça dépend. C'est vraiment individualisé là pour le coup. Parce que certains patients, ça va très très bien se passer. À J10, J15, tu finis le BEP. Tu vois, je rajoute les 3 jours, les 2-3 jours qui manquent, et j'introduis la bléomycine. Et puis à J21 du premier jour de la chimio, on calcule la décroissance et c'est parti mon kiki. Mais chez d'autres, c'est vraiment les 3 premières semaines qui sont un enfer.
Et donc, tu n'as pas pu leur faire plus que 2 EP, 2 jours d'EP. Donc là, effectivement, tu reprends, etc. Si ils peuvent faire des syndromes de Lise, c'est pas bien. Ils peuvent faire des syndromes de Lise, c'est pas bien. Ce ne sont pas des vrais syndromes de Lise au sens hématologique du terme. Généraux, c'est une Lise pulmonaire. Hein? Pas l'insuffisance. Non. Et s'il avait moins de métastases pulmonaires et autant dans la tête, est-ce qu'on aurait fait avec un risque d'engagement Alors, s'il avait... Non, ça c'est moins... Alors c'est rare d'abord. Ce que tu décris, tu vois moins dans le poumon et plus dans la tête, c'est rare. Difficile à dire. Moi, j'ai pas le souvenir, tu vois. J'ai vu les patients détériorer un peu sur le plan neurologique, mais pas l'enfer, tu vois, du gros truc hémorragique terrible. Mais c'est rare. Hein. Les marqueurs, vous les faites à partir du moment où vous faites la vidéo ou vraiment à partir du J1 où il a reçu le P? Ah, Pour la décroissance. Pour la décroissance, tu veux dire? À partir du début, la baseline. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des situations qui sont pas stricto sensu prises dans tout ce qu'on a fait en termes de décroissance, dans le calcul de la décroissance. Hein. Là, on est au cas par cas. Et la décroissance, elle va être mauvaise. C'est des mauvais, de toute façon. Non, mais c'est ça ce que j'allais vous dire, c'est que de toute façon, ne cherchez pas, c'est des mauvais. Donc, par essence, tu vois, quand tu as vraiment un taux très très élevé comme ça, mathématiquement, tu ne peux pas devenir bon. Voilà. Donc, c'est pas grave. Allez, un deuxième. Il a un mauvais prono. Pourquoi? Parce qu'il a des ganglions du foie, des marqueurs élevés. Il a reçu un BEP avec une bonne tolérance. Quand il est hospitalisé à J21, voilà à quoi ça ressemble. Avant, après. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez le BEP ou est-ce que vous changez? Bah ouais, hein. Sans la formule, c'est dur. Donc la formule, elle est publiée, je la connais absolument pas par cœur, évidemment. Et puis vous avez l'app ou le logiciel, appuyez sur le bouton, et puis il vous donne la solution. Je me souviens même plus ce que je vous ai mis. Je crois que c'est un truc sadique où à 10 points près, il est mauvais ou il est bon décroissant, mais je ne sais même plus de quel côté. Ok, ça c'est plus pour... Ça c'est blabla que je vous ai raconté. Je vais passer... Hop, on est un petit là. Alors, il a encore un mauvais prono, le pauvre. Poumon et foie, il a eu la chimio. Et à la fin de la chimio, ça s'est bien passé. Très bonne réponse. Ça, c'était avant, là-haut. L'HCG s'est normalisé, les LDH sont normalisés, l'AFP est à 50. À la fin de ce que vous voulez, vos 4 DEP ou votre chimio dose dense. Qu'est-ce que vous faites? C'est la question que tu me posais. Il reste des ganglions. Ouais, je n'ai pas mis d'imagerie, mais allez, il reste des ganglions de 2-3 cm et puis une ou deux boules hépatiques. Alors tu le vois 3-4 semaines après son dernier cycle. Et il était à, qu'est-ce que je vais te donner, je sais pas quoi, 120, allez, au dernier cycle, 80. Allez, 80. Et donc, le foie, c'est opérable. Pardon, c'est Le foie est opérable. le foie est opérable, 2 boules dans le foie, opérable. Surveillance, plus de chimio, chirurgie. Sauf si vous avez d'autres idées, mais... Chirurgie, intensification. intensification. On vote? Allez, chirurgie. Ça semble une majorité, ça. Intensification du professeur Culine. Merci de votre soutien. C'est moche, hein. Qu'est-ce que c'est? Surveillance. 2 cycles de plus. 2 cycles de plus. Sans intensification. Sans intensification. Vous n'avez pas non plus. Surveillance? Non. On peut débattre. On peut débattre surveillance versus chirurgie maintenant. Avec l'alpha-fétoprotéine, parfois c'est très poussif. Et puis si jamais il reste du tératome, en particulier du tératome kystique, ben, il peut y avoir de l'AFP qui est piégé dedans, dans la flotte, au milieu, et qui circule en permanence. Et ça s'est vu, ça s'est dosé. Donc ça existe.
Donc il est tout à fait possible qu'il garde une AFP un peu élevée, peut-être qu'il va encore baisser un peu, mais qu'il va peut-être jamais se normaliser si vous n'opérez pas le patient. Bon, en gros, soit vous surveillez et puis vous allez l'opérer dans pas très longtemps, soit vous l'opérez maintenant. Surtout pas plus de chimio. Mais voilà, pas plus Chimio, de vous l'avez chimio. fait. Non, pas plus de chimio. On s'en fout. Ah si, tiens, un petit mot quand même sur les rechutes tardives. Alors pourquoi est-ce qu'il faut opérer les gens? Pour éviter ça, et pour éviter ce qu'on appelle le growing teratoma syndrome, qui est donc du tératome qui grossit. Ce qu'on voit régulièrement sur des boules qui ont été laissées en place et qui contiennent du tératome, et avec le risque dans ce cas-là de voir des rechutes tardives qui sont beaucoup moins chimiosensibles et beaucoup moins guérissables et qui posent des tout petits problèmes. Comme vous voulez. Alors qu'est-ce que je vous ai mis? Bon, je vous ai mis, je fais le cours. Le vrai traitement, c'est la prévention par la chirurgie de toutes les masses résiduelles, en tout cas à chaque fois que possible. J'ai encore vu la semaine dernière un type qui a, peut-être 100 métastases pulmonaires. Pas toutes les enlever, dont certaines sont, on les voit vraiment avec les yeux au scan, quoi, injouables. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous en enlevez quelques-unes pour avoir une histo et pour vérifier que, mais voilà quoi. Donc, mais à chaque fois que vous pouvez, sinon vous opérez le patient, et y compris si votre chirurgien n'est pas d'accord, vous négociez jusqu'à ce que chirurgie s'en suive. Alors, on ne sait pas. Hein. Dans des cas très exceptionnels, il y a l'os. L'os, c'est super emmerdant. On ne peut pas enlever tous les os d'un bonhomme. Tu vois, même s'il a 3-4 métastases osseuses, pour peu que tu fasses... pardon, tu fais de temps en temps, ça m'est arrivé. Tu fais une biopsie, il y a du tératome. Vachement emmerdé. Parce que le tératome peut très bien rester comme ça gentiment et jamais réévoluer. Mais ça peut repousser et se recancériser, comme Steph vous a dit tout à l'heure. Donc de temps en temps, on prend une décision d'un autre traitement local que la chirurgie, mais on ne sait pas. C'est vraiment très empirique. Ou sinon, tu contemples. Allez, monsieur Lel, je crois que c'est le dernier. 36 ans, biologiste. Il a mal au dos pendant l'été. Une boule dans le testicule, une HCG à 200, LDH 700, AFP normal, je ne vous l'ai pas écrit mais je vous le dis, orchidectomie en octobre, c'est un séminome pur. Confirmé par 2 pathologistes, malgré l'HCG, et je vous rappelle que l'HCG peut être élevé dans les séminomes purs. Alors on ne sait pas jusqu'où. Souvent c'est plutôt 20-30 d'HCG pour une normale à 5 ou 10. Est-ce que 500 ou 1000 d'HCG, ça peut encore être un séminome? Je ne sais pas. Bon, là, il avait 200. Une grosse boule dans le rétropéritoine de 10 cm. Un bon bébé. Il reçoit 4 cycles de P dans le nord de la France, je me souviens, et c'était pas tout à fait hier, 2002. Scanner, 3 cm après 2 cycles. 1 cm 5 après 4 cycles. Super. Là, il vient me voir en consulte pour Adim, son oncologue me l'envoie. Et bah tiens, pouf. Qu'est-ce que vous faites? J'aime bien la première option. Alors, Stéphane vote pour la première option. Ça veut dire qu'il est bourré. Je ne sais pas comment, mais... Alors, première option, un PET. Deuxième option, un curage ganglionnaire. RPLMD, c'est curage ganglionnaire. Troisième, radiothérapie. Quatrième, chimio. Cinquième, surveillance. Là, normalement, je vous ai donné ce qu'il fallait faire tout à l'heure dans les séminaux. En gros, on débat le PET au-delà de 3 cm, avec les pour et les contre machin. Au-dessous, on a tendance à ne pas le faire, et on a tendance à surveiller. D'accord ? Alors, sauf que c'était en 2002, et en 2002, on ne savait pas pour le PET. On est juste d'avoir le PET. Donc on l'a fait. Il était négatif. On a quand même débuté une surveillance. On dit PET et on fait la surveillance. Manque de bol, en mai, donc ça c'était, je ne me souviens plus les dates, la fin de sa chimio, on avait commencé en octobre, janvier, voilà, hop là. Janvier, donc 4 mois après. 4 mois après, boum. Ça marche bien, ton TEP. Ah, ça marche bien, le TEP. 5 cm. C'est pour ça que je l'ai mis, il faut se foutre un peu.
5 cm de boule dans le rétropéritoine. HCG de nouveau élevé, mais un petit peu, pas beaucoup. LDH élevé, franchement. AFP normal. Qu'est-ce que vous faites? T'opères? Ouais, ça peut se discuter. Alors, n'oublie pas, c'est du séminome. Ça colle. Ça va être compliqué. Et là, il est en pleine progression précoce. Mais c'est à 4 mois, hein, tu vois, et ça grossit bien. Hein, tu vois, il avait mal, non, je ne sais plus. Ouais, tu vois, il a mal en plus. Il a mal, c'est vraiment en train de grossir. Je n'ai pas pu vous mettre les images, qui sont des vieilles images à la noix, dégueulasses, où on voit des toutes petites vignettes comme ça. Donc, pas évident, hein? Alors, on peut biopsier, si c'est biopsiable. Allez, on ne l'a pas fait, je crois qu'on ne l'a pas fait, parce que c'était un peu le bazar. Mais, allez, c'est mignon. Deuxième ligne, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Un FIP. Chimio de fils de Ok, c'est le seul qui n'existe pas, je crois, le FIP. Un 5 flux peut-être. Ouais, un 5 flux. Ouais, alors on peut débattre là aussi, est-ce qu'il faut l'intensifier sur le fait que ce soit une rechute précoce, ou est-ce qu'on lui fait une chimio standard? Tu aurais fait quoi? Difficile. Je pense que. J'en ai regardé, il a eu une chimio de première ligne qui a été bien faite. Ouais. J'ai vu les doses. Quoi. 4 P. Ça, c'est un truc méchant. Bah ouais. Je vais vraiment discuter l'intensification. Ouais. Bah ouais. Non? Bon, en gros, on aurait hésité entre du type un truc comme ça standard, ou une intensification. Avec des arguments pour une intensification parce que rechute précoce. Bon, on lui a fait une chimio standard. À l'époque, là encore, hein, on n'avait pas tout à fait les mêmes idées, mais en hésitant un peu, oui, je vous ai pas dit, il est claustro. Il est biologiste, oui. Et il est claustro. Ça, c'est un argument. Donc, 4 VUIP avec la vimbastine à la place du taxol. Et de nouveau, il répond. Il reste moins d'un centimètre à la fin. Les marqueurs qui étaient l'HCG, les LDH se normalisent. Qu'est-ce que vous faites à la fin? Là, on arrive à l'été. Ouais. On est en août. C'est pas encore les vacances. Qu'est-ce que tu lui fais? C'est petit, oui. C'est quasiment normal. Là, je peux une fois de plus pas encore vous montrer les images parce que c'est dégueulasse, mais quasiment normal. C'est bon, on l'a opéré. Ouais. En hésitant 100 000 fois, etc., en se disant, bon, on va peut-être l'opérer pour rien, mais quand même, ce truc est bizarre. Hein, sur les deuxièmes lignes. On l'opère. Cancer. En post-op, scan, 3 cm. Et ce coup-ci, l'AFP augmente. 24. Contrôlé. Donc c'est pas une erreur de dosage. Est-ce que vous faites? Testicule normal, de l'autre côté. T'as raison. Enlevé. Non, enlevé d'un Le côté. premier tumoral enlevé et le deuxième Et le normal. Intensification. Ouais. 1h30 de consulte. Mais oui. Intensification que l'on fait jusqu'à Noël. Je vais encore être allé le voir à Noël. Il était azimuté dans sa chambre, machin. Réponse complète. Scan normal, AFP normalisé. Et bah voilà, c'est lui. Il est Iron Man, maintenant. Il est guéri. Et maintenant, on est copains, hein. Et maintenant, il me dit, ce cancer est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Il était biologiste, il s'était installé, il voulait faire du fric et tout. Il n'y a rien eu à foutre.
continuer à être biologiste, il s'occupait de sa famille, de ses copains, de profiter de la vie, de galoper. Toute autre philosophie. C'est bizarre les tumeurs germinales. Hein. C'est juste un cas, parce qu'il est sympa, parce qu'il se termine bien, mais il y a toute une série de situations. Quand même, attends, parce qu'il y a pétoche hein, pour lui. Il est sympa la moitié, donc voilà. Mais pour vous dire qu'il y a toute une série de situations un peu bizarres, un peu biscornues, donc il faut être super humble avec ces tumeurs. Il ne faut pas hésiter à appeler, à mettre un mail aux copains. Nous, régulièrement, on s'en parle à 2, à 3 de temps en temps, en se disant pas totalement certain, et puis voilà. N'hésitez surtout pas, il n'y a jamais de honte à poser une question. C'est l'inverse qui est une bêtise. Bon, je crois que c'était le dernier là pour le coup, hein, quand même. Bon, ouais. Question ? Je pense que pour vous, l'intérêt, c'est vraiment de ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vraiment, les stades localisés, réfléchissez à 2 fois ou à 3 avant de faire une chimio adjuvante. Et puis après, ce qu'on vous demande en fait, c'est de bien prendre en charge un bon pronostic. Dans un exercice, on va dire, vous voyez, voilà, qui n'est pas dans un centre hyper spécialisé qui s'occupe des tumeurs germinales. Je crois que c'est ça vraiment qu'on attend, c'est-à-dire de bien stadifier les patients, de bien leur proposer les alternatives dans les stades 1 et de bien traiter un bon pronostic avec un bon BEP toutes les 3 semaines sans déroger du tout à ça. Et puis après, ça devient de la surspécialité. Les intermédiaires, les mauvais, je crois que là, il ne faut pas hésiter à les confier. Tiens, à propos du BEP, qui me fait penser, on ne l'aura pas dit. Demain, vous rentrez dans le service, votre patient revient à J21, son BEP, il a 100 polynucléaires neutrophiliques. Chimio Scavagiste. T'es sûr? On s'en fiche quand même. Bon, s'il a 2 plaquettes, il fera peut-être quelque chose. Mais on s'en fiche. C'est vraiment une situation. La neutropénie est décalée avec le BEP. Elle survient tard, en gros la 3e semaine. Et donc, votre patient il est en train de commencer à remonter, ou il est même peut-être stable, et il va remonter dans 2-3 jours. C'est pas grave, vous faites sa chimio, et ça passera sûrement très bien. Et si vous avez la pétoche, vous faites un peu de GCSF. Même sans GCSF, souvent ça se passe très bien. Je voulais poser une question. Les tératocarcinomes. C'est plus un terme. C'est un vieux terme, ça tu sais. C'est ce truc. Ouais. Donc, alors c'est du tératome. En gros, tu as soit du tératome. Le tératocarcinome, c'était un peu historiquement du tératome et du carcinome embryonnaire. C'est à peu près simple, mais ce sont 2 contingents différents. Ce qui peut y arriver, c'est ce que Steph vous a dit tout à l'heure, c'est du tératome transformé. Et le tératome, c'est très bien se transformer en plein de trucs bizarres. En sarcome d'Ewing, en rhabdo, en les tumeurs pédiatriques, en cancer du côlon, adénocarcinome, libertinien, machin. Une armée de trucs. Normal, ça aurait dû être un spermatozoïde, donc il sait tout faire, quoi. La moitié de tout. La moitié de tout. La petite moitié ridicule, etc. La vraie moitié de tout. Donc voilà, donc si vous avez du tératome, vous vous en débarrassez. Parce que vous ne voulez surtout pas que votre patient ait cette transformation tard. Autre question? Et thérapie, je demande même, il n'y a aucune thérapie ciblée qui a été développée. Tout ça a été fait, on n'a pas parlé d'immuno. On n'a pas parlé de thérapie ciblée. On est nul, on est nul. Ça marche pas. Non, ça a été fait, hein. C-kit est exprimé par les séminomes. Ça marche pas, le GIVEC marche pas. EGFR par certaines tumeurs non séminomateuses, les inhibiteurs ne marchent pas. L'immuno, on y a cru avec 1 ou 2 réponses montrées. Que te dire? Je ne sais même plus si les données sont publiées. Il y a un inhibiteur de CD30, parce que CD30 est exprimé par le carcinome embryonnaire. Ça marchote, c'est toxique, et puis quand ça marchote, ça ne marche pas longtemps.
Ce qui est vrai, c'est que toutes ces nouvelles thérapies, vous l'imaginez bien, sont essayées à des lignes très avancées de tumeur germinale, puisque on a du standard en première, après on a du standard en deuxième ligne, on discute de densification, enfin en gros, 3 lignes c'est la densification. Et donc après, pour tous les gens qui évoluent, on a déjà sélectionné des cellules hyper résistantes qui sont plus du tout les cellules. Alors peut-être que ces approches-là marcheraient un peu mieux dans les stades antérieurs, mais le jour où éthiquement on considérera que on peut aller, alors qu'on sait bien guérir avec cette chimio à l'ancienne, avant de dire on va faire des essais de première ligne avec de l'immuno, des choses comme ça, on va pas raisonnable. Si vous prenez le lymphome Hodgkin où les PD-1 marchent, ils marchent y compris dans des situations très avancées, chimio réfractaire. Donc, c'est bon. Bon, vous savez les guérir maintenant. À vous de jouer, hein. Si vous ne savez pas complètement, c'est pas grave, vous en foutez. Vous passez un coup de fil, vous mettez un mail, et puis voilà, pas grave. Bon, merci. Merci.